Je suis ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Bruno Le Roux. Alors, ce n'est pas vraiment une question que je vais vous poser, mais je vais écouter avec beaucoup d'intérêt l'argumentation que vous allez porter pour les téléspectateurs de LCI et les auditeurs de Radio Classique. Attention, voici la question. Est-ce que le quinquennat de François Hollande n'est pas tout simplement cuit? Étant donné les sondages, étant donné qu'il a été classé le plus mauvais président de la Ve République avec 0,5% dans un sondage qui est tombé récemment, largement derrière le général de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing. Alors je sais bien que ça paraît un peu inquisitoire d'entrée, mais enfin, vous êtes obligé de se poser la question quand même. Sûrement, je voudrais, pour répondre à cette question que j'ai du mal à comprendre, user d'une autre question, d'une autre métaphore. Est-ce que vous avez des exemples en tête de matchs de football où la France était menée 2-0, 3-0 à la mi-temps et remontée à gagner le match à la fin? Oui, mais j'essaye d'argumenter. Nous faisons aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, une politique que j'estime courageuse. C'est le mot qui qualifie cette politique. Courageuse et juste. Courageuse parce que nous redressons le pays. Juste, je prendrai la dernière mesure qui a été prise par le président de la République, la mesure fiscale, la semaine dernière. Elle est symbolique. De sérieux de notre gestion. La lutte contre la fraude que nous menons depuis maintenant 2 ans de façon résolue. Mais si. Je parle d'un quinquennat politique. Mais moi, je vous dis que la politique, c'est les résultats. Et les résultats sont en train d'arriver. Il reste 3 ans. Mais Nicolas Sarkozy aussi a obtenu des résultats. Il a été battu. Je vais vous donner c'est important qu'on ait cette conversation. Nicolas Sarkozy, à partir de 2008, aucun sondage, alors qu'il a beaucoup travaillé pendant les années qui ont séparé 2008 jusqu'à 2012, aucun sondage ne l'a donné gagnant. Et là, François Hollande est encore beaucoup plus bas. Pourquoi voulez-vous qu'il s'en sorte? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas la même forme de rejet. Il y avait un véritable rejet, je crois, de la personne de Nicolas Sarkozy. Et vous croyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas un rejet de François Hollande? Je ne le sens pas. Je pense qu'il y a l'impression qu'il incarne vraiment une présidence que les Français souhaitent. Je pense qu'ils attendent des résultats et qu'ils doutent aujourd'hui. Je sais bien que c'est un peu hard d'entrer le matin. Non, c'est pas. Mais les Français se posent des questions. Je vous dis ça parce que les journaux sont pleins de cette situation. Mais les journaux, tous les jours, sont un commentaire de l'actualité immédiate. Non, François Hollande parle des européennes et il considère qu'il n'y a pas de leadership et que c'est la raison pour laquelle les eurosceptiques, finalement, vont l'emporter. Le président de la République s'est exprimé sur cette question. Les européennes, tous Une ceux page qui dans ont le été... monde. Mais oui, mais ceux qui ont été lire cette page, y ont vu du contenu qui portait un projet, qui portait une perspective. Ensuite, si les journaux font plus leur une sur le sondage du moment plutôt que sur la perspective européenne du président de la République, c'est à vous que je renvoie une part des responsabilités. Mais quand, par exemple, je vais vous donner des exemples, parce que c'est intéressant d'avoir ce sujet dans la perspective d'élections qui sont toutes proches. Tant que l'Europe était francophile, celle de Giscard, celle de Mitterrand finalement, les Français étaient pour l'Europe. À partir du moment où ils ont commencé à douter avec Chirac, vous voyez que je ne mets pas tout sur le dos de François Hollande, mais ils sont plus pour l'Europe. Et là, ils sont carrément eurosceptiques. Donc vous n'allez pas me dire que François Hollande n'a pas une responsabilité dans cette affaire. Non, je pense que là, sur la question européenne, si on veut être sérieux, le problème de l'Europe, c'est l'Europe aujourd'hui. Le problème de l'Europe, c'est de ne pas avoir su se faire aimer. Donc il n'a aucune responsabilité dans la Bérésina qui s'annonce. Mais je crois même que si l'on regardait les choses de façon en face, objective, on se rendrait compte que depuis 2 ans maintenant, les initiatives européennes, qui n'ont pas été faciles, avec une commission trop libérale, avec une Allemagne trop tournée vers elle-même, avec des pays qui connaissent beaucoup de difficultés, avec une croissance qui est absente aujourd'hui de notre continent, mais les initiatives qu'il a prises ont permis de stabiliser, ont permis de donner des réponses aux spéculateurs. Mais là, pourquoi vous allez prendre une raclée? Tout simplement parce que le vote européen est très souvent un vote national. Et moi, je dis à ceux qui vont aller voter, d'abord, j'incite à aller voter, bien entendu, dimanche. J'incite à voter pour l'Europe. Il y a 3 choix. Soit l'on ne veut plus d'Europe et on veut la déconstruire. À ce moment-là, ceux qui votent Front National ont une raison de voter Front National. Ils sont un poison pour l'Europe et ils veulent la supprimer. Soit ceux qui disent, ça fonctionne bien aujourd'hui. On va continuer avec la même équipe. Et là, il faut voter à droite parce qu'ils veulent continuer avec la même équipe. Soit il y a un candidat, Martin Schulz, qui incarne un changement au niveau européen. Plus de respect pour les territoires. Il est social-libéral, l'autre est libéral-social. Non, il est social-démocrate. Vous parlez d'une différence. Mais, vous savez, j'ai eu quelques amis qui ont été l'entendre en meeting en Bretagne il y a quelques jours, qui ont été surpris, qui ont dit il gagne à être connu. Cet homme-là, il a des idées qui ne sont pas au fil de l'eau aujourd'hui d'une Europe qui soit mièvre, qui soit tiède. Il veut remettre les peuples, il veut remettre cette Europe sur le chemin du projet. Il veut la faire aimer. Et je crois que c'est plutôt ça aujourd'hui le problème, c'est que l'Europe n'a pas su se faire aimer. Et donc je vous repose la question, la responsabilité du président, elle n'existe pas. Mais vous n'êtes pas un enfant de l'année. Souvenez-vous, Mitterrand-Seguin en 92. Pendant l'été 92, le non l'emportait. Mitterrand est arrivé, il a battu Seguin, le oui l'a emporté. Avec Hollande, c'est le contraire.
Et on est dans la logique Chirac, c'est encore le non qui va l'emporter. Non, ce n'est pas le non qui va Pas l'emporter. le non à l'Europe symbolique, puisque ce sont Non. les eurosceptiques qui vont Mais gagner. vous savez que dimanche, on peut le regretter, je le regrette, il y a dans cet élément de vote européen très peu de composantes européennes réelles, en fin de compte. Et il y a un vote qui va, je pense, être une réplique du vote des élections, qui peut être une réplique du vote des élections municipales, avec des Français qui nous disent on en a assez de la crise, on veut que ça change, on veut que ça s'améliore. Et je leur dis, les choses sont en train de s'améliorer. Et donc, prenez votre vote dimanche pour ce qu'il est. Un vote pour essayer de bâtir un projet européen. Et si vous pensez qu'il n'y a plus besoin d'Europe, et si vous voulez vous faire mal, parce que demain, s'il n'y avait plus l'Europe, je pense que ce serait moins de protection pour nous. Ce serait plus d'individualisme. Ce serait nous renvoyer avec la montée des populismes, des nationalismes, dans des moments qui seraient de grande incertitude pour notre continent. Mais ça, j'ai envie de l'expliquer jusqu'à la fin. C'est vous qui le dites. Mais ces grands moments d'incertitude. Mais je paraphrase l'article du président de la République en disant cela. Oui. Mais c'est lui, c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui le chef des Français actuellement. Mais écoutez, il s'est adressé aux Français. Le Premier ministre le fait aujourd'hui régulièrement. Et si le premier responsable de l'État, le président de la République, s'exprimait à nouveau, on serait là pour dire que ce n'est pas son rôle, qu'il devrait faire autre chose, qu'il ne doit pas intervenir. Donc, j'essaye de dire pourquoi il y a des raisons de se mobiliser dimanche. Le président l'a dit avant nous. Le Premier ministre va le répéter jusqu'à la fin de cette campagne. Nous menons la campagne dans un environnement, c'est vrai, difficile, car les Français sont en attente de résultats concrets. C'est en cela que je leur dis, regardez en même temps les actes que nous mettons aujourd'hui sur la table, et notamment la mesure que nous avons annoncée la semaine dernière. C'est vrai que les élections européennes ont un côté intermédiaire, et ce sont souvent des élections sanctions. Mais en même temps, ce sont peut-être les élections qui font le plus l'histoire en dehors de l'élection présidentielle. On s'en souvient justement du référendum de 92, des difficultés qui ont été connues à de multiples élections européennes par les majorités qui étaient en place. Celle-là, il va bien falloir que quelqu'un soit responsable de l'échec ou pas. Et vous avez beau me dire, c'est pas le président de la République qui fait une politique courageuse, mais en fait, tout le monde va écrire qu'il est quand même responsable de ça, comme les autres dirigeants qui n'auront pas su convaincre leurs concitoyens. Mais bien entendu, mais là encore, vous me permettrez de ne pas faire le commentaire comme si nous étions lundi matin. Nous sommes aujourd'hui à 4 jours du scrutin. Ma responsabilité, c'est de mobiliser. Ma responsabilité, c'est même de dire aux électeurs de gauche qui aujourd'hui soutiennent le président de la République, et aux électeurs qui aujourd'hui sont dubitatifs, de gauche, qui attendent des résultats, que nous pouvons dimanche soir les amener sur le chemin d'une victoire politique. Et que l'élection européenne, ce n'est pas simplement pour moi, nous, un mauvais moment à passer. Ce que nous proposons aujourd'hui aux Français qui veulent le changement, c'est une possibilité de victoire dimanche soir prochain, avec une majorité européenne. Il y a des pays qui aujourd'hui peuvent donner une majorité à Martin Schulz, aux sociodémocrates au niveau européen. Et donc je dis aux électeurs, ça vaut le coup. Il n'y a pas une contradiction entre le fait de dire ça et en même temps d'essayer avec Montebourg et les autres, au fond, de revenir à un vieux protectionnisme? Non, mais là c'est de la caricature, il n'y a pas de protectionnisme du tout. Je pose une question avec un point d'interrogation. À la radio, le point d'interrogation, c'est... Oui, non, mais je veux bien, mais il n'y a pas la moindre... Ce serait une naïveté que de penser aujourd'hui que l'on peut tout permettre dans notre pays sans se protéger. Les États-Unis se protègent bien plus que nous aujourd'hui sur les industries qui sont de souveraineté. Nous essayons dans un débat qui est un débat mais c'est pas important. C'est pas l'Europe, les États-Unis. C'est un pays qui a une cohérence à lui tout seul. Mais il est bien, et c'est bien pour ça que dans le projet européen, il y avait cette idée que peut-être un protectionnisme pouvait intervenir, mais aux frontières de l'Europe. Mais c'est bien pour ça que je vous dis que la France doit d'abord se protéger sur ses industries de souveraineté, sur la capacité qu'elle a aujourd'hui à produire son énergie, et qu'elle doit en même temps chercher à bâtir des champions européens. Ce que fait le gouvernement depuis maintenant plusieurs semaines, c'est ces deux dimensions. Se protéger quant à notre souveraineté, essayer de bâtir un champion européen. Il y a bien là quelque chose de cohérent. Mais je reprends par exemple une des métaphores prises par Seguin justement en 82. Au fond, il n'y a pas de peuple européen. Pourquoi il y aurait une Europe? Parce que l'Europe... Mais c'est tout le fondement. Il n'y a pas d'histoire. Si, bien entendu qu'il y a une histoire. Il n'y a pas de peuple européen. Mais il y a aujourd'hui un continent européen avec, je le crois, les Européens qui ont envie de vivre ensemble. Qui ont des grandes différences. Et c'est pour cela que... le vivre ensemble ne veut pas dire qu'on a une culture commune, bien on est entendu, d'accord, mais on n'a pas une identité commune. Mais l'identité... Vous n'êtes pas italien, moi je ne suis pas allemand. Mais l'identité, est-ce qu'elle est nécessaire pour avoir envie d'entreprendre ensemble et avoir envie de parler au monde? Il y a un socle de valeurs sur notre continent qui parle au monde. La question de la démocratie est quand même aujourd'hui largement partagée, même si l'on voit qu'à nos frontières, elle mérite aujourd'hui des discussions fortes. Bon, il y a des choses qui fondent aujourd'hui l'envie, et ceux qui ont créé l'Europe
l'ont fait en reconnaissant toutes ces différences. Et ceux qui veulent aujourd'hui aller plus loin, j'ai été un fervent partisan, il y a quelques années, de pas fédéraux, d'un fédéralisme qui soit plus fort. Je pense aujourd'hui qu'il faut des coopérations qui soient plus fortes entre les pays européens. Et comment je suis passé d'un stade à un autre? C'est parce que je pense que la façon de construire ne peut pas être à marche forcée, justement niant les identités qui sont très fortes aujourd'hui sur ce continent, mais que les coopérations que nous avons envie de nouer, et qui d'ailleurs n'ont pas été nouées ces dernières années. Je pense que le manque d'envie de faire les choses ensemble est aujourd'hui porteur d'interrogations sur ce qu'est l'Europe et sur ce qu'elle incarne. Vous avez vu le président de la République, semble-t-il récemment, sur la réforme territoriale. Oui. Il vous a dit qu'il allait intervenir juste après les élections européennes sur ce thème. En tout cas, qu'il allait prendre des décisions rapides Et pour un dire calendrier rapide. On supprime les départements, la moitié des régions, et quelle est la date pour les élections? Mais il a dit les choses. Il a dit qu'il souhaitait une réforme qui soit lisible, compréhensible par les Français, qui amène une meilleure efficacité donc 15 de l'action 16 régions. territoriale. J'espère, en tout cas, peut-être même un peu moins. On a cité la moitié de régions par rapport à aujourd'hui. Et les élections auront lieu quand? Bon chiffre. Et s'il y a la possibilité de décaler les élections après que la réforme ait été votée et mise en œuvre, je crois que ça sera d'une plus grande clarté pour les Français. D'accord, mais ce sera quoi la date? Et on a cité des dates qui étaient à la fin de l'année 2015 ou au début de l'année 2016, c'est-à-dire un report de 6 mois à 1 an. Ce sont des choses qui se sont faites. Et quand l'objectif, excusez-moi du peu, c'est de dire on fait une réforme d'ampleur et on préfère la faire avant que les Français votent pour qu'ils puissent se prononcer en toute connaissance de cause plutôt que de la faire après, je pense qu'il y a là en matière de démocratie quelque chose d'important. Merci Bruno Le Roux.